Une fois que l'animal était tombé, première tâche, c'est de lui ouvrir le ventre et de le vider, les testicules à retirer très rapidement, et d'emmener la peau s'il y a besoin. On était en bateau, donc on a embarqué toute la carcasse. C'était assez lourd, mais on était... ça n'a pas été trop difficile. C'était dans un coin où c'était approchable. Et l'animal avait été tué vraiment sur le bord de l'eau. On arrive, bien entendu, au camp, on a entendu un coup de feu. On était à 2000 ou 3000, pas plus. Et on arrive et on prétend qu'on n'a rien. Parce qu'un bon chasseur ne se vante jamais d'avoir tué. Et il lui dit, ma femme, j'ai rien eu. Elle rigole. Et finalement, il lui avoue que, ben oui, il en a eu un. Et elle était toute contente parce que ça faisait au moins un mois qu'elle n'avait pas eu de viande d'orignal et qu'elle, le bœuf, elle ne pouvait pas sentir ça. T-bone ou pas. Et donc, on a mangé les parties de la jambe où il y a de la moelle, le dernier os de la patte, des 4 pattes. Et il a fallu distribuer. On en a gardé une pour nous, pour la famille de Tommy McGinty. J'étais tout seul à ce moment-là, oui. Et il m'a chargé d'aller en distribuer aux 3 autres familles qui étaient là. Donc j'ai donné une patte, pas une patte, un bas de patte à chacun des membres du camp. Le lendemain matin, Madame McGinty nous dit « J'ai rêvé des pattes de l'animal et il veut ravoir ses jambes. » L'animal lui a parlé dans son rêve et il lui a demandé ses jambes. Alors il a fallu qu'elle m'a dit « Va ramasser les pattes. Tout le monde n'avait pas mangé forcément ce soir-là. Et ramène-les-moi et vous irez les reporter là-bas où il est, l'animal. » Et j'ai donc dû ramasser les 4 ou 3, je ne sais plus s'il y en avait une qui avait été mangée peut-être. Je crois que l'autre, on l'a mangée tout de suite, mais je ne me souviens plus là vraiment. Non, il me semble que c'est 4 que j'ai remportés. Et donc, 2-3 000 en aval, j'ai dû repartir avec le bateau, porter les tibias de cette bête. On avait laissé la peau parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Autrefois, ils auraient gardé la peau, ils l'auraient tannée. Et j'ai donc mis... Elle m'a dit, tu mettras ses pattes sous sa peau. Et c'est comme ça qu'ils réagissent avec les animaux. Alors, est-ce qu'on peut parler de respect? Oui. Est-ce qu'on peut parler de respect écologique? Bon, là, cet exemple-là s'y prête peu. Le loup sert aussi dans d'autres cas. Par exemple, les loups vont poursuivre un orignal en hiver pour essayer de l'avoir et de le tuer. Et Tommy McGinty m'a raconté que, relativement jeune, il avait une jeune famille à ce moment-là, 4 enfants de pas plus que 6-7 ans chacun, ou en tout cas les plus vieux. Et il chassait, mais il n'arrivait pas à s'approcher suffisamment près des orignaux pour pouvoir tirer. Et il a finalement opté de suivre une meute de loups qui chassait un orignal. Il les a suivis pendant très longtemps. À un moment donné, ils ont eu l'orignal. Lui s'est avancé avec ses raquettes. Il leur a parlé aux loups. Il les a chassés. Il s'est servi. Ensuite, il a pris des pieux. Il l'a planté dans la neige ou dans la glace. Et il a accroché des morceaux pour chacun des loups en les remerciant de lui avoir donné quelque chose. Et que lui, il offrait ça en retour. Donc, c'est des relations qui sont vraiment proches entre les animaux et les êtres humains. Alors, sur des mesures écologiques, je crois que ça s'est vu. Je l'ai vu quand il était furieux. Il aime bien les hirondelles. Et sous les pentes de toit qui dépassent la maison, il y avait des nids d'hirondelles à sa maison fournie par les affaires indiennes. Puis il aimait bien regarder ces oiseaux-là. Et il a vu le grand corbeau, qui est très grand dans l'Ouest. C'est presque un ânon.
et qui détruisent les nids et qui bouffent les petits. Le corbeau, c'est pas l'animal gentil, hein, même si c'est lui qui a créé le monde. Et là, il m'a dit, tu vois, quand ils font ça, faut les tuer. C'est pas parce qu'il a créé le monde qu'on va pas le tuer. Et il n'y a pas il y a pas de pitié. Je donnerai un autre exemple dans une minute. Et donc, je lui dis, oui, mais comment tu le sais qu'ils font trop de dégâts? Bon, les hirondelles, ça se mange pas. Il dit, oui, mais les ptarmigan, les perdrix, si on veut, des fois, on voit qu'ils détruisent trop d'œufs et qu'ils les mangent, ou qu'il y a des renards qui mangent les œufs, hein, ça se peut aussi. Mais il dit souvent, c'est les corbeaux, ou ils mangent les oisillons. Et après, on en a plus. Mais je lui dis, mais comment tu sais que les perdrix, il y en a de moins en moins? Il me dit, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Mais je lui dis, mais comment tu fais pour compter? T'es pas dans la forêt tout le temps. Comment tu peux savoir que... Mais il dit, c'est simple. À l'automne, elles sont censées avoir 4 petits avec elles. Quand elles en ont toutes 2, 1, tu sais qu'il y a des dégâts qui ont été faits aux œufs. Et là, il faut que tu agisses immédiatement. Et là, tu dis, on touche plus aux perdrix pour 1 an ou 2, jusqu'à temps que ça remonte, la population remonte. Donc, et pareil pour le poisson, les lacs étaient... Alors, certains sont herbivores parmi les poissons, comme le corrigan. Et on nettoie le tour du lac au printemps, on le débarrasse des mauvaises herbes, on coupe les herbes qui sont bonnes pour les poissons pour qu'elles repoussent plus vite et qu'elles soient bonnes. Et j'ai été étonné, hein, c'était assez systématique. Aussi, la forêt était brûlée et il ne se gênait pas de la brûler en entier. Alors, je me souviens, quand il m'a raconté ça, j'écoutais, et il me disait, ben oui, tu vois, au bout de 10 ans, il y a tel animal qui va revenir dans la zone brûlée. Un autre 5 ans, il y a tel autre animal qui revient. Et pendant ce temps-là, nous, on allait chasser dans une autre vallée. Et c'est comme ça qu'on renouvelait la forêt et qu'on renouvelait les animaux. Je lui dis, mais Tommy, c'est bien ce que tu me racontes, qui faisait les vieux, mais moi, je sais que tu m'as dit toi-même, puis beaucoup me l'ont dit, qu'ils mettaient tout leur vivre dans la forêt. Et que les caches de viande séchée ou de poissons séchés, on ne les transportait pas, c'était beaucoup trop lourd. On revenait en hiver avec des traîneaux, des traînes à chiens. Non, ils n'avaient même pas de traîne à chiens d'ailleurs. À l'époque, pas préhistorique, mais juste 19e siècle, ils n'avaient pas de traîne à chiens. C'était les femmes qui tiraient. Et que, bon, mais tirer sur la neige, c'est plus facile que de transporter 100 kilos ou 150 kilos sur son dos. Donc c'est l'hiver que ça se faisait le transport s'il y avait besoin. Mais pendant ce temps-là, la bouffe était planquée dans la forêt. Je lui dis, mais s'ils faisaient brûler toute la forêt, comme tu dis, ils perdaient leur nourriture. C'est là où il m'a dit, mais tu les prends pour des idiots. Jamais ils mettaient leur cache dans un endroit qui pouvait brûler, près des arbres. C'était toujours sur une zone où il n'y avait que de l'herbe très courte, dénudée, et c'est là que les caches se trouvaient, jamais dans les arbres. Enfin, ça, il y en avait peut-être dans les arbres, mais peut-être que le jour où ils décidaient de brûler toute une vallée, ils avaient pris soin avant, dans l'année antérieure, de ne pas laisser de cache là où ça allait brûler, quoi. Donc oui, mode de connaissance des fluctuations des populations animales, pas si bête que ça dans le fond, et intéressant. Alors, ça m'amène à parler d'un autre travail que j'ai fait qui était d'une nature très différente. C'est l'histoire du corbeau, telle que racontée par M. McGinty, où en enregistrement, c'est pas très long, c'est 3 cassettes, mais ça a fait un livre quand même de plus de 280 pages, qui était de rendre aussi bien que possible, en anglais d'abord, qui était la langue qu'il employait, comment il racontait une histoire, en quittant un peu Lévi-Strauss, en disant que c'est pas seulement ce qui est dit dans l'histoire qui est important, c'est aussi, contrairement à Lévi-Strauss, comment elle est racontée, le style. Et donc,
transcription de plusieurs versions qu'il m'avait données à différentes époques, qui étaient très proches l'une de l'autre. Là, il ne s'agissait pas de versions de groupes différents ou de langues différentes, de la même chose en langues différentes, dans la même langue, l'anglais contemporain des Tucson. Et donc je me suis appliqué à suivre exactement son style dans cet ouvrage-là, ce qui a été assez intéressant. Je voulais quand même, si j'avais vraiment transcrit exactement comment il parle, peu de gens auraient compris son anglais. Donc j'ai adapté un peu l'anglais, tout en restant très proche de ses formulations. Comme par exemple, quand il va dire... il va dire, par exemple, en anglais, il va dire une chose comme pouvoir, ça veut dire jek. Power means jek. Alors que nous, on aurait dit plutôt jek veut dire pouvoir, means power. Mais il intervient, comme on ferait nous dans notre langue d'ailleurs, il intervertissait assez facilement. Sinon, mais ça a été un plaisir de le faire. Et je l'ai fait avec un ami musicien qui joue du violoncelle classique et on a essayé de rythmer. Là, c'était vraiment un exercice purement littéraire, de rythmer aussi bien qu'on pouvait la narration. Et on lisait à haute voix, lui il écoutait, il disait ouais, mais on pourrait mettre un peu plus de rythme là, une césure peut-être, sans changer le texte du tout. Et alors là, j'ai pris des risques qui étaient, je raconte l'histoire sans l'analyser. Professionnellement, aucun respect pour ce genre de travail, mais aucun. Indifférence totale, mais j'étais content d'avoir produit quelque chose qui ressemble à leur façon de parler, qui a dû être pris pour, bah oui, le juste copier Tommy McGinty, mais non, c'est archi travaillé. Et ah non, il y a eu une bonne critique quand même en France de quelqu'un de Nanterre que je ne connais pas. Mais sinon, pas grand-chose d'autre. Par contre, je savais que Jean-Marie Leclésio aimait beaucoup ces histoires-là. Je savais que comme moi, il avait visité le Choco en Colombie et je lui ai envoyé un exemplaire de la version anglaise. Je savais qu'il lisait l'anglais. Et c'est tout. Je disais, vous m'avez fait pleurer avec tel roman, laissez-moi vous faire rire avec cette histoire. Je ne m'attends pas à plus que ça. Je m'attends même à rien du tout d'ailleurs. Et 3 mois plus tard, arrive à Recherche amérindienne une réponse de lui qui me le demande pour Gallimard, dans une collection qu'il dirige là-bas avec Jean Grosjean à l'époque. Alors, d'abord la lettre, je ne l'ai pas eue parce qu'elle est restée à Recherche amérindienne où je travaillais, je ne sais pas combien de mois, 2 mois ou 3 mois. Finalement, la secrétaire me dit, mais il y a une lettre pour toi de Jean-Marie Leclésio, c'est signé au dos. Et je la prends. Et là, je découvre qu'il veut le publier chez Gallimard. Et il me dit, vous comprendrez qu'on vous demande de le traduire parce que vous êtes quand même le plus près de M. McGinty. Et alors là, traduire cet anglais populaire vers le français et créer un français populaire, c'est un sacré boulot. Parce que j'ai tendance à être plus emberlificoté en français qu'en anglais. Et il fallait vraiment rendre, comme quand Tommy va employer des jurons, on ne pouvait pas mettre tabarnak parce qu'il n'était pas québécois. Et ça va être lu en France, donc quand on lit, ça ne passera pas en France. Donc, qu'est-ce que je mets? Et c'était une réflexion pratiquement à chaque pas. Ah, c'est avec cette version-là que j'ai travaillé avec le violoncelliste, c'est ça. Oui, il y avait plus de latitude là, parce qu'on était loin du texte original en anglais. En tout cas, ça a été
ça a été un vrai plaisir encore à faire, parce que j'aime bien l'écriture et réfléchir à chaque mot qu'on emploie. Alors que bon, un travail académique, on n'a pas besoin de faire ça, quoi, pas vraiment. Et donc, ces deux livres-là, c'est le même livre. J'ai fait une longue préface qui est, enfin longue, pas si longue que ça, qui explique un peu ma position de ne pas intervenir théoriquement sur un texte comme ça, de lui laisser sa chance à lui tout seul. Si d'autres veulent intervenir, ils peuvent intervenir. Et mais je suis surpris quand même qu'il n'y a pas plus d'intérêt. Bon, il y a eu un intérêt d'autres gens que des anthropologues, mais qu'il n'y a pas eu plus d'intérêt de la part des anthropologues. C'était déjà bien, de toute façon. Comme je dis, après Le Clésio a eu un prix Nobel. Je suis le seul préfacé par un prix Nobel. Alors, donc, c'était l'épisode de l'histoire du corbeau. Alors, plus théorique après, relié à la religion. J'ai fait un ou deux, ou peut-être 3 articles en tout, sur ce thème-là, de comment les Tutchones ont traité le christianisme et l'ont synthétisé avec leurs croyances religieuses. Alors, en gros, c'est que Jésus est un pouvoir comme les autres. Donc, c'était un pouvoir, d'ailleurs, c'était un des pouvoirs que Tommy McGuinty avait dans son arsenal de pouvoirs d'êtres humains ou de dieux ou de demi-dieux, peu importe, et d'animaux, le loup, Jésus, et il appelait parfois Jésus à la rescousse, d'autres fois il appelait le loup, dépendant des besoins et des problèmes. Et pour bien me montrer, pas à moi d'ailleurs seulement, je pense, même à ses enfants et petits-enfants et jeunes Tutchonis auxquels il racontait l'histoire, j'avais organisé, la dernière année où je l'ai passé avec eux, un grand cours de collège sur la culture Tutchone, où les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, de 3 villages, Carmax, Penny Crossing et Mayo, venaient tous les mercredis soirs, disons, je ne sais plus si c'était le mercredi, et c'était des aînés qui racontaient les mythes de cette culture, les textes sacrés de cette culture. Mais les textes sacrés, on meurt de rire. Hein. C'est comme Clastre disait, de quoi rient les Indiens. Hein. Et on pète, et ça fait rire tout le monde. Mais Tommy avait, je crois qu'il n'est pas le seul, parmi les Amérindiens de son âge, qui faisait ça, qui montrait que le corbeau, c'est Jésus. Par exemple, il me dit, regarde, tu vois, il y a un truc qu'il a fait quand il a volé le soleil qui était au fond du lac à la grande truite. Ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'il s'approche du lac et il voit une femme qui est esclave. C'est son ex-femme que le Touladi, la grande truite, lui a volé. Et elle lui dit, mais je suis esclave, il me fait travailler, c'est pour, toi même dans les mythes, hein, il me fait travailler et j'ai jamais de temps à moi, puis dès que je transpire tout le temps tellement j'ai chaud, et il dit, écoute, retourne-y, moi je veux faire quelque chose, parce que lui, le corbeau, il a vu le soleil qui se trouvait là. Et il veut se marier avec la fille de ce poisson. Et pour faire ça, c'est-à-dire il a fait soulever le lac, il a vu le soleil, et il décide de mettre enceinte la fille du poisson et de se marier avec elle. C'est équivalent, mettre enceinte une fille, c'est se marier avec elle. Et pour faire ça, il prétend qu'il a soif et il demande à la fille du poisson de lui donner une tasse d'eau. Elle lui donne une tasse d'eau, mais il lui dit... Non, pardon, c'est la fille qui se plaint qu'elle a soif et elle demande une tasse d'eau. Le corbeau lui en donne une. Elle dit, oui, mais il y a une saloperie dedans. Une petite tache noire. Elle le jette.
on lui en redonne une autre, pareil, il y a une petite tache noire. Elle rejette la tasse, etc. Elle fait 3-4 fois de ça. Puis à la fin, elle a vraiment soif, elle en a assez, elle prend la tasse et elle le boit. Et elle tombe enceinte. Et c'est un petit garçon qui naît, et le petit garçon, ses grands-parents l'adorent, ils jouent avec lui, et bientôt il braille qu'il veut un ballon. Et c'est le petit emmerdeur, comme chez nous, pareil. Et finalement, il veut le soleil que son grand-père cache dans un coffre pour ballon. Et le grand-père finit par céder, puis il lui donne le soleil, et il tape dedans avec son pied, il joue. Et pendant ce temps-là, le corbeau est caché, et comment j'ai traduit ça d'ailleurs? Avec son pouvoir personnel, il entre dans la pensée, il transpense le garçonnet et il lui dit tape plus haut, par-dessus la barrière. Et bientôt le soleil tombe de l'autre côté de la barrière, le corbeau le vole, se sauve à toute vitesse et il sort du lac, du dessous du lac, et il va mettre le soleil dans le ciel. Il ne va pas le faire tout seul, il va le faire avec les oiseaux. Alors maintenant, Tommy me dit, tu vois, ici, c'est comme la Vierge Marie. Il y a un oiseau qui est venu voir la jeune fille, elle était vierge, elle a bu, et juste ce qu'elle a bu avec la tache noire, il l'a mise enceinte. C'est la même chose que la Vierge. Et mais il y a des naissances vierges d'ailleurs, ça existe aussi. Dans certains cas, oui. Bon, ce serait trop long, on a 10 minutes. À part ça, je regardais. Donc, un peu, la religion apparaît un peu comme postmoderne, dans le sens où elle prend de briques et de broc certains éléments, les recombine, mais pour l'essentiel, en tout cas dans la version de Tommy, dans la façon dont Tommy croyait, c'était plus Tucson que chrétien, même s'il était certain d'être chrétien. Mais enfin, il s'est fait baptiser 2 fois, hein. Une fois par les anglicans, une fois par les catholiques. Je connais même le missionnaire qui l'a baptisé une 2e fois, sans savoir qu'il était... Peut-être en le sachant d'ailleurs, mais pensant que ce serait vraiment différent. Et pour Tommy, ça ne fait pas de différence, que ce soit qu'on lui donne du pouvoir par telle chose ou telle chose. Mais en pensant, ça me fait penser à... On oublie souvent de le mentionner dans les problèmes de société contemporaine. Tommy McGuinty a vécu l'histoire des pensionnats. Alors je crois que dans le Yukon, ça a dû venir un peu plus tard qu'ailleurs, mais lui, quand il avait ses enfants, ce qui doit être après la Seconde Guerre mondiale, il adorait ses enfants, il faisait beaucoup pour eux, comme n'importe quel parent probablement, ou comme la plupart des parents. Et la police montée venait en hydravion regrouper les enfants dans le village et les emmener à l'école sans la permission. Il dit on ne pouvait rien faire, ils avaient des fusils et ils auraient sans doute tiré si on avait résisté. Donc ces enfants sont partis et il s'est retrouvé, lui il est un peu plus vieux que sa femme, et un bon 15 ans plus vieux. Et ils se sont retrouvés tous les deux, plus un gamin à la maison, du jour au lendemain, et on revoyait les enfants qu'une fois tous les ans, c'est tout. Et comment communiquer aux enfants leur culture, et eux ce qu'ils ressentaient, parce qu'après ils se sont mis à boire, c'était la fête, la grosse fête, mais tous les jours, ou presque. Tommy buvait jusqu'à un petit peu avant qu'il meure, disons 6, 7 ans, 10 ans avant qu'il meure, une bouteille de whisky par jour quand il pouvait. Mais il faut comprendre aussi. Alors quand, en fait, d'ailleurs, les jeunes sont rentrés, ils ne savaient rien faire d'amérindien, même pour couper les poissons, préparer les poissons, parce qu'ils rentraient vers l'âge de 14, 15, 16 ans par là.
On les mariait, mais ça c'était normal. On les mariait assez rapidement. Et puis plein d'autres choses comme ça. J'aimerais parler, par exemple, je pars avec une jeune Amérindienne, 15-16 ans peut-être, à Whitehorse. On est dans un café et on entend derrière nous, il y avait des tables, fucking Indians, you know, always drunk. Et elle se retourne, elle donne un peu la phrase que Sartre a employée. C'est parce que vous nous traitez de drunk qu'on boit. Sinon, on ne le ferait pas. Mais on le fait pour se conformer à ce que vous croyez qu'on est.